Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est un instant, notre invité va se connecter. Donc, ce soir, nous allons parler de la tuberculose, un thème qui est assez... Bonsoir, docteur. J'espère que tu m'entends. Tu m'entends bien? Je t'entends bien. Ouais. D'accord. Donc, je vais présenter l'édition de ce soir. Après ma présentation, tu vas faire une présentation d'une trentaine de minutes. Après quoi, je vais faire un résumé. Ensuite, nous allons aller à la phase comme d'habitude. Donc là, je vais faire la présentation. Ensuite, je coupe mon micro et je te passe la parole. D'accord? Ça marche. Donc, bonsoir une fois de plus à tout le monde. J'étais en train de dire que nous sommes à notre, je crois, la 7e édition du Mardi Médical. Merci d'être fidèle à notre rituel hebdomadaire. Nous allons parler ce soir de la tuberculose. Je disais tantôt que la tuberculose, c'est une maladie qui est très ancienne, parce qu'elle est plus ancienne que Jésus-Christ d'ailleurs, parce que chez les comment ça s'appelle, les momies égyptiennes datant de plus de 5000 ans ont été retrouvées des traces de ce qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis, l'agent de Bacillococque, pardon, c'est-à-dire l'agent responsable de la tuberculose. Donc c'est une maladie très ancienne qui a eu tendance à apparaître autour des années 1960 parce qu'il y a eu des avancées dans la science en termes de médicaments et tout. Mais avec l'avènement du VIH-Sida autour de l'année 1970, on a eu une recrudescence de la tuberculose. Le docteur Jomna nous expliquer quel est le lien entre le VIH et la tuberculose tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc ce soir, elle va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes, comme d'habitude. J'espère que vous allez apprécier. Déjà, je vous rappelle qu'elle est très douée. Je vous rappelle encore que c'est ma camarade depuis le primaire, donc on chemine ensemble depuis bien longtemps. Il y a la publicité brillante, donc ne vous inquiétez pas, la présentation sera de qualité. Donc après une trentaine de minutes de sa présentation, nous allons passer, je vais faire un résumé pour condenser ce qu'elle aura dit pour les retardataires. Et ensuite, nous allons passer à la phase de questions. Vous pouvez poser des questions soit en écrivant en commentaire, soit en demandant à rejoindre le live comme vous voulez. On va prendre vos questions. Également, s'il y a des professionnels de santé ou alors des étudiants en médecine dans le live, vous pouvez poser des questions qui sont beaucoup plus poussées. Comme je vous ai dit, le docteur John est interne en médecine interne. La médecine interne, elle va également vous dire ce que c'est, mais sachez qu'elle est forte en tout. Elle est prête à répondre à vos questions les plus pointillées et donc ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais lui passer la parole. Elle va commencer le topo à disons 3 minutes de que les autres se connectent. Donc tu as la parole. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Claude Manuela, je suis médecin, je suis interne en médecine interne des hôpitaux de Brest. Voilà en quelques mots. Est-ce qu'on peut commencer la présentation? Ouais, je pense que l'on est une dizaine, on peut commencer la présentation. Les autres vont prendre le temps. D'accord, ça marche. Bon. Prenez bien vos stylos. Bon, alors, le thème qui m'est attribué ce soir, c'est la tuberculose. Je pense que nous tous ici, on a déjà plus ou moins entendu parler de la tuberculose, notamment même quand on est tout petit avec les vaccins BCG. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, une maladie contagieuse, une maladie de transmission par voie aérienne et une maladie qui peut toucher à peu près
tous les organes. Mais dans la plus grande majorité des cas, la tuberculose est pulmonaire. Elle touche dans plus de 50% des cas des poumons. L'agent responsable de la tuberculose s'appelle le bacille de Koch, K-O-C-H. C'est une bactérie qui fait partie d'un grand groupe de bactéries qu'on appelle des mycobactéries, dont Dr Pouna a parlé tout à l'heure. C'est une bactérie qui est à croissance très lente, c'est-à-dire que développe de manière très lente, entre 1 et 3 mois. On parle de période d'incubation. Et c'est une bactérie qui nécessite la présence d'oxygène pour pouvoir se développer. C'est pour ça justement que c'est une bactérie qui est à prédominance. C'est pour ça que c'est une maladie qui a prédominance pulmonaire. Pourquoi? Parce que c'est dans les poumons qu'on rencontre le plus l'oxygène. Parlons un petit peu de l'épidémiologie de la tuberculose. C'est une maladie qui est, on va dire quoi, qui a une mortalité assez élevée parce que... Vous m'entendez là? Moi, je t'entends très bien, docteur. Ok. C'est une maladie qui a une mortalité assez élevée. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui fait 2 millions de morts chaque année quand même. C'est une maladie qui, dans le monde, on compte 10 millions de personnes infectées. Et c'est une maladie qu'on trouve, c'est-à-dire que dans le pourcentage de tuberculose mondiale, l'Afrique a un petit peu plus du quart. Donc, il y a 28% de tuberculose en Afrique. C'est beaucoup moins que dans d'autres zones comme les régions pacifiques ou la région d'Asie du Sud-Est. Ça reste quand même assez élevé compte tenu de la population africaine et des facteurs socio-économiques. Sachant que voilà, tout un contexte socio-économique qui ne favorise pas forcément la guérison, mais on en parlera plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a une grande congruence entre la tuberculose et le VIH-Sida. Il faut savoir que la tuberculose, c'est une maladie qu'on appelle maladie opportuniste, c'est-à-dire une maladie qui se développe lorsque les défenses immunitaires sont abaissées pour plusieurs raisons que ce soit, notamment le VIH-Sida. Donc, toutes les personnes qui soit sont VIH positives, soit ont des risques ou ont des facteurs de risque, il faut essayer à chaque fois, autant que faire se peut, de se faire dépister contre la tuberculose. Pour ça, on en parlera plus tard encore pour les moyens de dépistage de la tuberculose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à ce qu'une personne soit un petit peu plus exposée à la tuberculose que d'autres, notamment tous ceux et celles qui sont nés dans les zones d'endémie, c'est-à-dire les zones tropicales, les zones subtropicales, l'Afrique dans sa globalité, l'Asie du Sud-Est, les régions pacifiques. En Europe, il y a l'île de France. Dans les dom-toms, il y a la Guyane. Tous ceux et celles qui sont nés dans ces zones-là, on a mis en place un programme de vaccination qui inclut en fait le BCG comme vaccin obligatoire à la naissance pour justement prévenir le développement de la tuberculose pulmonaire, maladie à des formes graves. Voilà. Parlons maintenant de la transmission de la
tuberculose, c'est une maladie qui se transmet par voie aérienne, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, docteur Poumna, coupez votre micro. C'est une maladie qui se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire dès le moment où on est exposé à quelqu'un qui est bacillifère. Bacillifère, ça veut dire qui a des bacilles, du coup des bacilles de Koch dans les poumons et qui dans ces gouttelettes qu'il extériorise, peut transmettre la maladie. Donc, ces gouttelettes aériennes contiennent en fait le bacille de Koch. Dès le moment où on est en exposition en face de ce genre de personnes, que ce soit, je ne sais pas moi, dans une voiture, si la personne tousse sur nous ou éternue sur nous, si jamais la personne nous parle de manière assez rapprochée ou si jamais on vit avec la personne dans le même environnement ou dans la même maison ou si on est amené à côtoyer cette personne assez fréquemment, on est très, très, très susceptible d'être contaminé par la tuberculose. Donc, si jamais vous connaissez une personne qui a la tuberculose dans votre entourage, la toute première chose à faire, c'est un peu malheureux, mais c'est le cas, c'est que cette personne doit être isolée, d'une part. Cette personne doit porter un masque FFP2 de préférence. Le masque FFP2, j'en ai pris tout à l'heure dans mon service pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est pas comme des masques simples bleus comme ceci. Attendez. C'est pas ceci. Ceux-ci, ils sont bien, mais ils sont pas efficaces pour lutter contre la tuberculose ou pour éviter d'être contaminé par les bacilles de Koch. Le masque FFP2 ressemble à ça. C'est un masque en bec, comme ça. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit peu comme ça. Voilà. Donc, tout patient et toutes les personnes qui sont en contact avec une personne qui a la tuberculose, il vaut mieux se protéger avec ça. Voilà. Et le patient en lui-même, il peut avoir que ça. Nous, par exemple, à l'hôpital, c'est ce qu'on fait. Hein. Le patient qui a la tuberculose, il a ce masque-ci, mais tous les patients ont celui-ci, le masque FFP2. Voilà. Savoir aussi que excusez-moi, j'ai reçu un appel. Voilà, qu'est-ce que je disais tantôt? Ah oui, le bacille de Koch, il faut savoir que c'est une bactérie en fait qui, c'est un peu dégueulasse ce que je vais dire. Hein. C'est une bactérie qui, entre guillemets, va créer des trous dans les poumons. Ce qu'on va appeler des cavernes tuberculeuses. Très souvent, ce sont ces cavernes-là qui sont le centre c'est-à-dire il y a un gros magma, un gros flux de bactéries dans ces zones pulmonaires-là. Et à ce moment, quand le patient il crache ou quand il parle ou quand il éternue, les branches sont directement en contact avec ces trous qui contiennent énormément de bactéries et du coup qui se retrouvent à l'extérieur. Il faut bien faire attention parce que la tuberculose, c'est une maladie très, très, très contagieuse. Bon à savoir, la grippe est plus contagieuse que la tuberculose. Il y a aussi une maladie qu'on ne rencontre plus de nos jours, enfin, qui est devenue très rare, c'est la rougeole, qui est aussi plus contagieuse que la tuberculose. Maintenant, on va parler des étapes d'évolution de la tuberculose dans sa physiopathologie. Il y a ce qu'on appelle, en fait, il y a, on va dire, 3 stades d'évolution. Il y a le premier stade s'appelle la primo-infection tuberculeuse. En fait, c'est le fait d'être en contact avec la bactérie, le bacille de Koch. Dès ce moment, on est
primo-infecté, mais on ne développe pas la maladie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie, c'est une bactérie à développement lent. Du coup, les symptômes, si jamais on doit faire la tuberculose, les symptômes vont se développer à partir de 1 à 3 mois. Ensuite, il y a le deuxième stade d'évolution qui s'appelle l'infection tuberculeuse latente. En fait, à ce moment, c'est on porte le bacille de Koch de manière chronique, on va dire. Mais on n'est pas contagieux. On l'a dans le sang ou dans les poumons ou dans d'autres organes, mais en fait, il ne se manifeste pas. Il est dormant, il est dormant, il n'est pas encore réveillé, disons ça comme ça. Et ensuite, il y a le troisième stade d'évolution qui est la tuberculose maladie, qui peut se manifester de plusieurs manières. Comme j'ai dit tout à l'heure, la tuberculose pulmonaire est la forme majoritaire des tuberculoses. On peut rencontrer la tuberculose ganglionnaire, la tuberculose des voies génitales, la tuberculose osseuse, la tuberculose péritonéale. La péritonéale, c'est dans le ventre. Bref, restons plutôt centrés sur la tuberculose pulmonaire. Maintenant, quels sont les signes de la tuberculose? Je pense que ça, c'est un peu ce que tout le monde attend. Les signes de la tuberculose sont assez variés. Tout le monde ne fait pas forcément... tout le monde n'a pas forcément le même profil ou n'est pas forcément égal au prototype qu'on a de la tuberculose. Les signes, il y a plusieurs signes respiratoires, il y a les signes généraux. Concernant les signes respiratoires, la toux, ça c'est la première chose. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui toussent actuellement ou qui ont toussé dans leur vie ont la tuberculose, pas du tout. Une toux chronique, non régressive après plusieurs traitements et qui va s'accompagner éventuellement d'émissions de sang. Dès le moment où on crache du sang, pas vomissement du sang, attention, parce que parfois, il arrive que plusieurs personnes confondent les deux. Les vomissements, les émissions de sang après un effort de vomissement, c'est autre chose. Ça, on n'est pas dans ce cadre-là. Quand on émet du sang après un effort de toux, on peut suspecter une tuberculose, ce n'est pas toujours le cas. Donc, toux chronique qui a duré plus de 3 mois. D'autres signes respiratoires, on parle de dyspnée, c'est-à-dire des essoufflements des essoufflements au moindre effort, des difficultés à respirer, soit quand on monte des escaliers, soit quand on marche, alors qu'avant, on n'avait pas ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des douleurs thoraciques, des douleurs dans le thorax, on ne sait pas pourquoi. Et une toux prolongée, comme j'ai dit tout à l'heure. Vraiment, il faut faire gaffe à la toux prolongée. Parfois, ce n'est même pas forcément invalidant. Parfois, on peut tousser comme ça. Voilà, on sait qu'on tousse d'habitude. Et puis, il faut se faire dépister si jamais, parce qu'on est dans une zone... l'Afrique en général est une zone d'endémie, une zone à recrudescence de la tuberculose. Et j'ai parlé des signes généraux. Les signes généraux, en fait, c'est des signes qui concernent tout le corps, notamment la fièvre, une perte de poids inexpliquée, une perte d'appétit, des sueurs nocturnes, quand on transpire trop à devoir changer même les draps en plein milieu de la nuit, une fatigue qu'on n'explique pas forcément, une perte d'appétit, et puis aussi et surtout, il faut bien faire gaffe à la fièvre parce que c'est parfois des fièvres un peu, comment est-ce qu'on va dire? C'est des fièvres un peu qui peuvent être soit isolées, soit un peu sournoises, dans le sens que on fait un petit 38 un jour et puis ça passe.
Et puis, 10 jours après, on refait un petit 38 degrés, surtout le soir, et puis ça passe. Et puis, en même temps, on tousse. En même temps, on crache du sang de temps en temps. En même temps, on a perdu 2-3 kilos dernièrement, ou 4 ou 5 kilos. En même temps, on est un petit peu essoufflé, mais bon, ça passe. Il faut commencer à se poser des questions et à commencer à prendre des mesures assez rapidement. Pourquoi je dis ça? Parce que si on en arrive là, ça veut dire que la tuberculose, quelque part, est déjà peut-être un petit peu avancée. Et donc, on est déjà bacillifère, c'est-à-dire qu'on est déjà capable de contaminer d'autres personnes autour de soi. Et là, à ce moment, ça devient un cercle vicieux parce que on est malade, on va rendre d'autres personnes malades, qui vont rendre d'autres personnes malades, etc., etc., etc. Pour faire le diagnostic de la tuberculose, donc dans le cas où on suspecte... Ah, petit point important, c'est que il faut aussi bien faire gaffe si jamais on est immunodéprimé. J'ai parlé du VIH tout à l'heure. Si jamais on a le VIH et qu'on commence à tousser, fièvre, on crache du sang, on doit penser directement à la tuberculose. Si jamais on a des immunosuppresseurs, pour quelque raison que ce soit, ça peut être des cancers, ça peut être des lymphomes ou des hémopathies, ça peut être plein de choses. Dès le moment où on prend des immunodépresseurs, on doit penser à la tuberculose dans le cas où on présente tous les symptômes que j'ai cités précédemment. Si on a été en contact il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, avec quelqu'un qui a fait la tuberculose ou qui a présenté une tuberculose plus tard, on doit penser à la tuberculose. Si jamais aujourd'hui vous êtes en contact avec quelqu'un, il faut soi-même se faire dépister parce que si jamais on a été en contact avec cette personne, le bacillocoque et entre le bacillon de main, on fait, euh, on fait une recherche de ce bacillocoque-là sur des crachats pendant 3 jours. On vous donne un comme ça, cracher dedans à jeun, sans vous être brossé les dents, rien du tout. Vous crachez dedans et puis ça va en analyse. Et on recherche le bacille de coque là-dedans. Ça, c'est une manière de rechercher. Il y a plusieurs autres manières de rechercher qui sont un petit peu plus poussées et dont on va s'épargner ce soir. Et pareil pour les atteintes extra-pulmonaires, il y a d'autres types d'examens qui sont faits pour pouvoir diagnostiquer les tuberculoses extra-pulmonaires. Le traitement maintenant de la tuberculose, c'est un traitement pas compliqué, mais qui une observance faite pour pouvoir éradiquer le bacille de coque de son organisme. La tuberculose ou alors le bacille de c'est une bactérie qui est susceptible de développer énormément de résistance et de créer du coup des conditions au traitement. Aujourd'hui, on parle parfois de tuberculose multirésistante. Il y a même un grade un petit peu plus élevé, tuberculose ultra-résistante. C'est pour ça que quand on fait le diagnostic de la tuberculose, il y a un examen qui ne doit jamais, jamais, jamais manquer dans la prise en charge, c'est l'antibiogramme. L'antibiogramme, c'est en fait quoi, la cartographie de tout qui peuvent lutter contre notre organisme. Dès le moment où on se rend compte que c'est résistant à pas mal d'antibiotiques qu'on a sous la main, on parle de bactéries de coque
multirésistant en fait. Et dès le moment où c'est encore, quand ça passe encore à un grade au-dessus, on parle de bacillocoque ultra résistant. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué de traiter le bacillocoque et ça rallonge encore la durée de traitement. Quand on n'est pas dans ces deux cas de figure, le traitement dure minimum 6 mois. Il y a 4 antibiotiques qui peuvent être administrés. Je vais pas les être pris à distance des repas, à une heure fixe de préférence, et qui, si jamais on a un terrain un peu polypathologique, c'est-à-dire si jamais on prend d'autres traitements à côté, on doit bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse parce que dans le traitement de la tuberculose, j'ai parlé de 4 médicaments, on parle de quadrithérapie. Dans la quadrithérapie, il y a énormément certains antibiotiques qui en font partie sont des inducteurs enzymatiques, c'est-à-dire ils peuvent, on va dire, freiner en fait l'effet des autres médicaments qu'on prend à côté. Et puis, dans le traitement de la tuberculose aussi, il y a un bilan à faire à chaque fois. C'est-à-dire qu'avant de commencer la quadrithérapie, il y a un bilan sanguin, il y a des analyses sanguines qu'on doit faire. On doit notamment regarder si le foie fonctionne bien. On doit regarder si on n'a pas un acide urique élevé. On doit faire aussi ce qu'on appelle un fond d'œil. C'est pour regarder en fait la rétine de l'œil et tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il y a un médicament qui peut donner des atteintes ophtalmologiques là-dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le bilan, après il y a un bilan aussi à J7 du traitement, à J14 du traitement, à 1 mois du traitement, au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on ait éradiqué complètement le bacillocoque. Également, les examens de crachat dont j'ai parlé tout à l'heure doivent être faits très régulièrement pour pour rendre compte de la capacité de contamination du patient, de la personne qui est tuberculeuse. C'est-à-dire que si jamais on se rend compte qu'il y a encore des bactéries dans les crachats, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Chez les femmes, même n'est pas déconseillé ou il n'est pas contre-indiqué. Par contre, femme enceinte, on doit ajouter 2 vitamines, la vitamine K et la vitamine B6. Faire gaffe à ça parce que si ces hémorragies, les hémorragies, c'est pas trop le but du traitement antituberculeux. Je sais pas si je peux rajouter des trucs. Si jamais on a été en contact avec une personne tuberculeuse, il y a plusieurs moyens de se faire dépister de se faire dépister de la tuberculose, pardon. Notamment ce qu'on appelle, il y en a 2. Il y a ce qu'on appelle l'intradermoréaction. À ce moment, on peut... En fait, on injecte quelque chose dans la peau. Je vous épargne les détails. Et puis, on fait la lecture quelques jours après, en fonction du diamètre de la petite bosse qui se sera formée. On peut savoir si oui ou non la personne a la tuberculose. Il y a un deuxième moyen aussi, c'est le test au quantiferon. Si jamais on se rend compte que voilà, il y a des quantiférons positifs, ça veut dire avec la bactérie, et donc ça veut dire que c'est une primo-infection, soit c'est une infection tuberculeuse latente. Donc voilà, et à ce moment-là aussi, bien évidemment, on traite. Seulement, on ne traite pas en fait dans tous les cas parce que 90%
infections tuberculeuses latentes, la guérison est spontanée, toute seule. Pas besoin de prendre de médicaments. Dans 90% des cas, c'est guérison spontanée. C'est pour ça que les indications à traiter une infection tuberculeuse latente. On les traite à chaque fois. Les immunodépressions précaires, on les traite aussi à Est-ce que je peux rajouter des choses, docteur Pouna? Est-ce que tu peux me dire si j'ai oublié de parler de certains trucs? Je pense que je suis dans les temps. Hein. Je pense que tu as processé ce qu'il fallait avec la prévention et tout, mais on ne peut jamais tout dire. Le reste qui n'a pas pu être dit sera certainement énoncé lors de la phase des questions. Donc, t'inquiète pas par rapport à ça. Ouais. Bon, ben voilà, j'ai terminé ma présentation alors. D'accord. Donc, merci, docteur, pour cette brillante présentation. Je vais essayer de faire penser de ce qui a été dit et essayer de faire des notes aussi sommaires que possible. Donc, le docteur Mandela Njomna a commencé son propos en définissant la tuberculose comme étant une maladie infectieuse, contagieuse, à transmission aérienne, qui affecte généralement le poumon et peut affecter tous les organes du corps. Alors, le germe responsable de cette maladie, c'est le bacille de Koch, qui nécessite la présence d'oxygène pour vivre, entre guillemets. Et donc, sa localisation préférentielle, c'est au niveau des poumons, parce que c'est dans cette partie du corps qu'on retrouve le plus grand nombre d'oxygène, la plus grande quantité d'oxygène, pardon. Les statistiques montrent un taux de mortalité de 2 millions de personnes meurent de tuberculose par an dans le monde. Et l'Afrique, dans cette proportion de 2 millions de morts, dans cette proportion de 2 millions de personnes meurent par an de tuberculose, mais il faut savoir que l'Afrique regorge de plus d'un quart des personnes atteintes de tuberculose dans le monde. C'est-à-dire que le siège préférentiel de la population africaine est beaucoup plus exposée du fait des conditions climatiques et autres à la tuberculose. Donc, lors de mon introduction, je vous ai dit que le docteur Njomna allait vous faire le lien entre le VIH, qui est le virus du sida, entre guillemets, et la tuberculose. Alors, la tuberculose, c'est une maladie opportuniste. Une maladie opportuniste, c'est celle-là qui survient lorsque les défenses de l'organisme sont abaissées. Qu'est-ce qui peut abaisser les défenses de l'organisme? Généralement, dans notre contexte, c'est le VIH. Le VIH, en fait, il s'attaque aux leucocytes. Les leucocytes, c'est les défenseurs de l'organisme. Lorsqu'il détruit cette défense de l'organisme-là, il donne donc place aux maladies opportunistes. Les facteurs favorisants donc, pour développer la tuberculose, c'est les zones tropicales et sous-tropicales. Le docteur Njomna a essayé de citer certaines zones du monde, notamment la Guyane en France. Bon, moi, je ne maîtrise pas le point, mais apparemment, il y a aussi de la tuberculose là-bas pour ceux qui vivent en France. Donc, dans ces zones où la tuberculose est assez présente, le système de santé a mis en place ce qu'on appelle le BCG, entendu bacille de calmette et de Guérin. En fait, c'est un vaccin qui est obligatoire à la naissance dans ces zones-là particulièrement, mais dans d'autres zones, il existe, seulement ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes au Cameroun, par exemple, il y a ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination. Je ne sais pas si on m'écoute, j'ai l'impression que c'est un peu dit. Allô? 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 Wow. Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Parce que ça bouge plus du côté du docteur Njomna là. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? D'accord, parce que j'ai perdu la connexion avec docteur Njomna, donc je me disais que c'était mort. D'accord, donc j'étais en train de parler du BCG. Je disais qu'au Cameroun, par exemple, il y a ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination qui regroupe en fait ces vaccins qui sont gratuits et qui sont obligatoires dès la naissance. D'ailleurs, si vous avez votre enfant de 3 ans et que vous allez l'inscrire dans une école maternelle qui respecte les normes, elle vous dira, je veux voir le carnet de vaccination, sans quoi je n'admets pas que ce soit à la maternelle ou alors à la crèche. Donc, dans ce programme de vaccination-là, il y a ce qu'on appelle le BCG, qui est le premier vaccin qu'on administre à l'enfant lors de la naissance, avec évidemment le vaccin contre la polio. Alors, la transmission se fait à travers des gouttelettes aériennes qui sont émises par les personnes infectées et l'entourage est donc susceptible d'être contaminé. Quelle est la conduite à tenir devant une personne lorsqu'on a un proche qui est infecté? Première conduite à tenir, isoler la personne qui est infectée.
Deuxième conduite à tenir, porter pour les personnes de l'entourage un masque FFP. Alors, le docteur John nous a montré ce que c'est qu'un masque FFP qui a une sorte de bec. Je pense que pour ceux qui veulent, ils peuvent taper sur Google, ils vont voir. Et elle a également soulevé le fait que le bacille de Koch créait dans les poumons des sortes de trous appelés cavernes où vont se développer les bacilles et s'extérioriser facilement lors des épisodes de toux. Parce que par la suite, elle a dit que la toux c'est le premier signe. Bon, pas le premier en quelque sorte, mais le signe qui est le plus fréquent en cas de tuberculose. Lorsque les patients vont nous tousser, on va constater que ces gouttelettes seraient émises et la transmission sera plus facilitée. Alors, les stades de la tuberculose. Les stades de la tuberculose sont au nombre de 3. Le premier stade, c'est la primo-infection qui est asymptomatique. En fait, c'est lorsque vous êtes contaminé, mais vous n'allez rien présenter comme signe ou quoi que ce soit. Le deuxième stade, c'est la tuberculose latente, où on porte le gène, mais il ne se manifeste pas de façon clinique. Il est dormant, entre guillemets, et 90% des personnes qui sont à ce stade évoluent vers la guérison. C'est-à-dire que vous ou moi, on a peut-être déjà eu le germe de la tuberculose, on était dans le cadre de l'infection latente, on n'a pas développé la maladie, parce qu'on était dans la catégorie de ces 90 personnes-là qui ne développent pas la maladie. Et environ 10% vont donc faire la tuberculose maladie, qui est le troisième stade. Alors, au niveau de la tuberculose maladie, on aura ce qu'on appelle des signes généraux. Les signes généraux, c'est des signes qui affectent, entre guillemets, tout le corps humain, notamment les fièvres volontiers respirales. C'est ce qui renvoie au soir. Elles seront isolées, c'est-à-dire, comme le docteur l'a si bien dit, un jour vous faites une fièvre à 38,5, ou alors une température à 38, demain vous ne faites rien, 3 jours après vous faites encore un 38, ainsi de suite. On aura également un amaigrissement, donc vous allez constater que vous perdez beaucoup de poids. Ce sera également lié à une perte d'appétit inexpliquée. Vous aurez une asthénie intense. L'asthénie, c'est la fatigue. Et des hypersudation nocturnes, c'est-à-dire qu'en soirée, vous allez constater que vous transpirez beaucoup. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Au niveau des signes respiratoires, elle a également parlé d'une toux qui est chronique. Chronique, c'est-à-dire ça s'étend sur le long terme. Elle est non régressive après plusieurs traitements. Généralement, dans notre contexte, lorsqu'on a une toux, on va à la pharmacie, on va nous prescrire carbocystéine, c'est-à-dire des antitussifs locaux là. Et généralement, ça évolue favorablement. Mais vous allez remarquer lors de la tuberculose que malgré ce traitement, il n'y aura plus une évolution favorable. Également, vous pouvez présenter ce qu'on appelle des hémoptysies. Hémoptysie, c'est l'émission par la bouche de sang lors des efforts de toux. Pas de vomissement. Ceux qui vomissent le sang, c'est différent de ceux qui ont toussé et le sang est sorti. Donc, vous allez également noter des difficultés respiratoires, pas toujours, mais c'est possible, et ainsi que des douleurs thoraciques. Alors, si vous êtes immunodéprimé, vous devez redoubler de vigilance devant ces symptômes. Qu'est-ce qu'on entend par immunodépression? Les personnes immunodéprimées sont des personnes qui ont leur système immunitaire affaibli. Qu'est-ce qui peut affaiblir le système immunitaire? Nous avons parlé tout à l'heure de l'infection à VIH. Il y a également les personnes qui sont sous immunosuppresseurs, par exemple lorsqu'elles présentent un cancer. Et je profite pour faire un clin d'œil pour les personnes qui se dépigmentent. Sachez que la prise de corticoïdes, parce que c'est vraiment ce que les gens utilisent pour se dépigmenter, les corticoïdes sur le long terme, certes, ça va dépigmenter votre peau, ça va vous rendre un peu plus clair, mais ça va affaiblir vos défenses immunitaires. Donc, essayez de revoir ça. Le diagnostic de la tuberculose à l'hôpital sera posé devant l'examen de crachat. On va vous remettre un petit tube là où il sera question de cracher dans le petit matin sans vous être brossé. Il y a également un autre test qu'on appelle l'intra-démo-réaction à la tuberculose. Bon, ce n'est pas trop important pour vous. Et d'autres tests techniques. Évidemment, ces examens-là seront couplés aux examens d'imagerie médicale, le scanner, la radio, ainsi de suite. Le traitement de la tuberculose, c'est difficile parce que le bacille de Koch développe beaucoup de résistance aux antibiotiques usuels. D'où l'intérêt de faire certains examens avant de commencer le traitement. Alors, quand on n'est pas dans le cas d'un germe multirésistant ou ultra-résistant, comme le doc l'a soulevé tout à l'heure, le traitement de la tuberculose pulmonaire dure environ 6 mois et est fait de 4 médicaments, pas de quadrithérapie. Ces médicaments ont la particularité d'interagir avec d'autres médicaments. Et donc, si vous avez un traitement que vous suivez en parallèle pour, je ne sais pas, une désir de conception et tout, il faudrait faire part de cela à votre médecin. Il vous dira s'il a lieu de continuer le traitement de l'interrompre d'abord parce qu'il pourrait se passer certaines interactions qui ne vous seront pas forcément bénéfiques. Il est également nécessaire de faire certains bilans avant de commencer le traitement de la tuberculose. Bon, vous n'avez pas forcément besoin de retenir ça parce que vous allez être devant un professionnel de santé, il va vous dire qu'il y a la conduite à tenir, mais sachez qu'il y a des bilans que vous aurez à faire, notamment pour contrôler la fonction hépatique, contrôler la fonction rénale et bien d'autres. Et les pharmaciens qui présentent une tuberculose avant le traitement, dans leur traitement, on va peut-être adjoindre des vitamines, notamment la vitamine K. Je pense que j'ai essayé de faire le tour de ce que le doc a soulevé. Pour les questions, nous sommes ouverts. Vous pouvez poser vos questions soit par écrit ou alors vous demander à rejoindre le live pour apporter des contributions. Même si vous êtes un professionnel de santé, il n'y a pas de souci.
Donc, on va commencer à prendre les questions. Donc, est-ce que tu m'écoutes, s'il te plaît? Parce que chez moi, ta vidéo est bloquée. Je ne sais pas si c'est seulement de mon côté. Je pense qu'on a des soucis de connexion avec elle. Les autres, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Parce que je ne peux pas forcément savoir si vous êtes avec moi. On va essayer de prendre les questions, bien que la connexion soit un peu trouble avec le docteur Njomna. S'il vous plaît, si vous m'écoutez, essayez de mentionner en commentaire parce que peut-être c'est de mon côté que le problème vient, je ne sais pas. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? D'accord. Donc, je pense que le problème vient du côté de Dr. Njomna. Je vais essayer de la supprimer, de la rajouter pour qu'on passe à la phase de questions. Soyez légèrement patient, je l'ai supprimé de l'appel et de la vidéo et donc je vais l'ajouter de nouveau pour rétablir la connexion. Je sais pas. Manuela. D'accord. D'accord. Donc j'essaie de la rajouter. Donc on va prendre les questions rapidement. Première question. Je pense qu'on a des soucis de connexion, donc je vais essayer de répondre aux questions le temps qu'elles nous rejoignent pour ne pas perdre de temps. Pourquoi ce n'est pas le patient qui met le masque FFP2? Alors, je pense que le docteur Njomna aurait été plus apte à vous répondre parce qu'elle est dans un service d'infection. Elle a une grosse expérience par rapport à ça, mais je pense que c'est par rapport, c'est lié à la protection en fait de, comment dire, si vous portez un masque qui est à ce niveau, si est collé à votre, je dis ce que ma logique me dit, parce que dans les recommandations du Cameroun, on n'a pas forcément des standards liés au masque FFP2, mais je pense que c'est par rapport à la, déjà, peut-être à la structure, mais surtout à la, comment dire, à l'architecture du masque. Le masque FFP2, il est un peu plus prolongé, du coup, je pense que si vous avez des jeunes qui se déposent, ils seront beaucoup plus distants de votre nez que lors des masques courants. Mais bon, le docteur Manou va essayer de corriger ça par là-dessus. Je vais essayer de répondre aux questions qui sont un peu plus générales. Si les autres formes de tuberculose ne sont pas contagieuses, comment se fait-il que certaines personnes se retrouvent infectées? Je parle de la tuberculose osseuse, par exemple, des bactéries migrent vers les os. Si les autres formes de tuberculose ne sont pas contagieuses, comment se fait-il que certaines personnes se retrouvent infectées? Je parle de la tuberculose osseuse, par exemple. Alors, il faut savoir que pour qu'une personne manifeste la tuberculose osseuse, il faut qu'elle ait eu préalablement un passage par ses poumons du gène de la tuberculose. Lorsque vous êtes en contact avec une personne qui est infectée, cette personne va émettre des gouttelettes, des crachats et tout. Ce sera capté par vos fosses nasales, ça va aller dans vos poumons. Maintenant, ça va passer des poumons vers le sang à travers ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire. Ça passe dans le sang et donc ça peut aller se greffer soit au niveau de votre os, soit au niveau de votre péritoine, soit au niveau de vos parties génitales, ainsi de suite. Donc, vous présentez quand même ce germe au niveau pulmonaire, mais vous n'êtes pas, comment dire, vous ne faites pas la tuberculose pulmonaire, vous faites la tuberculose osseuse. Je ne sais pas si vous faites un peu le distinguo entre la présence du germe à un niveau et la maladie qui se manifeste à un autre niveau. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de transmission qui se fait os à os. La transmission se fait par voie aérienne et le gène migre par la suite au niveau des os. La question qui suit, je vais essayer de rajouter encore Dr. Njomna. D'accord. Des traitements médicaux lourds. Je crois que là, on va pouvoir rétablir la connexion. Donc, on t'a perdu là pendant une bonne dizaine de minutes. J'espère que là, c'est bon côté connexion. Dizaine de minutes. Donc, il y a une question qui était un peu technique, j'avoue. Je ne suis pas spécialiste en la matière par rapport à toi. C'était de savoir quel est l'intérêt de porter un masque FFP2, particulièrement pour l'entourage du patient. Vous m'entendez? Tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Ok. L'intérêt, en fait, pour... Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Je pense que ce sera mieux. L'intérêt, en fait, de porter un masque FFP2 pour l'entourage du patient et
pas le patient en lui-même, c'est que lui, il est déjà malade. Mais son entourage n'est pas forcément malade. Donc, ce qui a lieu de faire, c'est d'isoler le patient, de le mettre dans une pièce. Ici, il y a ce qu'on appelle des chambres à pression positive et des chambres à pression négative. Les chambres à pression positive, c'est des chambres où la pression de l'air, en fait, va de la chambre du patient à l'extérieur. Et les chambres à pression négative, c'est les chambres où la pression de l'air, en fait, repousse. C'est-à-dire qu'on va dire que ça va de l'extérieur à l'intérieur. Donc, en fait, ça empêche le bacille de coque de sortir vers l'extérieur et du coup de contaminer tout le monde. L'intérêt du masque FFP2, justement, c'est quoi? C'est de permettre à ce que quand nous, on va rentrer dans la chambre du patient, sachant que il a forcément proliféré, enfin, il a forcément craché ces bactéries dans l'environnement, c'est d'empêcher à ce que nous, on respire le même air que lui, dans son environnement qui est déjà pollué de bacilles, de coque, on va dire. Mais lui, il n'a pas forcément d'intérêt à se couvrir la bouche avec un masque FFP2 parce que lui, de toute façon, il est déjà contaminé, en fait. Il est déjà malade. Son masque simple qu'il va porter, c'est pour éviter les crachats. C'est pour éviter les postillons, c'est pour éviter tout ça. Mais lui, il n'a pas à se protéger de manière drastique parce que lui, il est déjà malade. C'est à nous de nous protéger de manière drastique. Et le masque FFP2 éviter la contamination par voie aérienne. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était très bien répondu. Donc, moi-même, je ne savais pas quel était l'utilité du masque FFP2, donc je suis éclairé. Alors, la question suivante nous vient de Stéphane Kézita. Des traitements médicaux lourds, par exemple, prise fréquente de médicaments, peuvent-ils être un des facteurs favorisant la tuberculose? Des traitements lourds. Ça dépend de ce qu'on entend par traitement lourd, en fait, parce que les facteurs de risque de tuberculose n'ont rien à voir avec des traitements médicaux, hein. Sauf si on parle des immunosuppresseurs dont on a parlé tantôt. Les immunosuppresseurs, ça peut être les corticoïdes au long cours. Ça peut être, il y a plein, j'ai pas envie de vous donner de gros noms, hein, mais il y a les anticancéreux, il y a les TNF-alpha, il y a plein de médicaments immunosuppresseurs. Si c'est ça, oui. Dans ce cas, dès le moment où on prend des traitements immunosuppresseurs ou alors qu'on est immunodéprimé d'une autre manière, il faut bien faire gaffe à la tuberculose, en fait, surtout si on présente une toux chronique et si on a des émissions de sang à l'effort d'une toux. Mais ce n'est pas tous les médicaments ou tous les traitements lourds qui sont des facteurs de risque de tuberculose, absolument pas. C'est uniquement tous ceux qui peuvent induire une immunodépression. Merci, docteur, pour cette réponse. Alors, la question suivante nous vient dire, Martha Kam, le BCG doit-il être renouvelé? Si oui, à quelle fréquence? Non, pas de renouvellement de BCG, donc qu'importe la fréquence. Les études actuellement ont montré que le renouvellement du BCG ne sert strictement à rien du tout. Dès le moment où on est vacciné, quand on est enfant, on est protégé. Le BCG ne nous protège même pas contre la tuberculose en elle-même. Elle nous protège contre les formes graves de tuberculose pulmonaire. C'est pour ça que le BCG est fait. Mais on peut très bien être vacciné et développer une tuberculose, soit qui n'est pas grave, soit une autre forme. Vous voyez. Mais les tuberculoses graves, voilà, le BCG nous protège et il n'y a pas besoin de se faire vacciner plus tard. D'accord. Donc, moi, j'avais déjà eu à rencontrer dans mes lectures où on disait qu'il était question de contrôler l'efficacité du BCG en faisant un test IDR, par exemple, après quelques semaines. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a des cas d'échec, par exemple,
échec vaccinal et il faut contrôler avec un examen particulier? Non. En faisant mes recherches aussi, justement, hier d'ailleurs, j'ai lu qu'il n'y a pas besoin de faire un contrôle de vaccin, même si l'IDR revient négatif, même s'il n'y a pas besoin, ça ne sert à rien. D'accord, merci docteur. La question suivante nous vient de Cédric Son qui demande qu'en est-il de la tuberculose multirésistante? Je pense qu'il veut parler du traitement. Concernant le traitement de la tuberculose multirésistante, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails un peu techniques, mais la quadrithérapie initiale n'est plus forcément indiquée dans le traitement de la tuberculose multirésistante parce que si déjà on a une tuberculose multirésistante, ça veut dire que cette bactérie est résistante à un ou plusieurs antibiotiques qu'on donne initialement dans le traitement de base. Et donc, à partir de ce moment, en fait, on va faire entrer en jeu d'autres antibiotiques qui vont cibler du coup de manière différente ces bactéries multirésistantes. Et le traitement peut être plus long. Voilà. C'est-à-dire qu'on va quitter d'une durée initiale de 6 mois à peut-être 9 mois, voire parfois 12 mois. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Cindy Jomo qui demande pourquoi l'examen de crachat se fait au petit matin avant le brossage. Ça se fait au petit matin avant le brossage parce que c'est à partir, quand on a dormi toute la nuit, on a une accumulation de ces sécrétions, de ces sécrétions dans les muqueuses bronchiques. Et donc, on a une plus grande chance de trouver la bactérie, alors que si jamais on s'est déjà raclé la gorge, on a déjà fait sa petite toilette ou alors on a déjà mangé, les crachats ne seront plus forcément aussi riches en bacilles de coque que initialement, que au petit matin à jeun au lever du lit. Donc voilà, c'est pour avoir beaucoup plus de chances de trouver la bactérie. Merci, docteur. La question suivante qui nous vient encore une fois de Cédric Son qui aimerait savoir est-ce qu'il y a une relation entre la tuberculose et le paludisme, comme par exemple avec le VIH? Aucun rapport. Non, moi non plus. Aucun rapport. Merci, doc. À part que ce sont deux maladies qui se développent en Afrique et aussi à part peut-être le fait que, comme j'ai dit tout à l'heure au début de ma présentation, la tuberculose est, je sais même peut-être pas me répéter, la tuberculose, c'est la 3e maladie infectieuse qui touche le plus de monde mondialement parlant. Ça, c'est du coup après, et qui provoque le plus de morts. Après le paludisme et après le VIH-Sida. Voilà, c'est les seuls. En fait, c'est sur un point de vue épidémiologique et circonstanciel, on va dire, qu'il y a des facteurs communs, mais sinon, dans la physiologie des deux maladies en elles-mêmes, il n'y a aucun rapport. Donc, Kevin Jimna aimerait également savoir quels sont les facteurs qui rendent un système immunitaire déprimé. Je pense qu'on en a cité tout à l'heure, mais je voulais rajouter qu'en marge de cela, c'est-à-dire le traitement au corticoïde, par exemple, pour le VIH, il y a certaines maladies, il y a certaines maladies comme certains cancers qui vont, je prends un exemple, un cancer qui affecte comment est-ce qu'on appelle ça? C'est quand les cancers qui affectent en fait des lieux où les cellules immunitaires se développent, vous voyez. Donc les gros noms, je vais vous épargner ça. Si un cancer affecte par exemple la moelle osseuse où les cellules immunitaires sont développées, vous allez vous rendre compte que la quantité de cellules immunitaires va diminuer et si ça diminue, vous serez exposé à cela. Donc la liste est vraiment non exhaustive par rapport à cela. La question suivante, Charlie Nooms, docteur Jomna, j'aimerais savoir qui sont les plus à risque d'attraper cette maladie. On sent que Charlie Nooms n'était pas là depuis le début de la présentation. Effectivement. Quels sont les facteurs de risque du coup d'avoir la tuberculose? Déjà, c'est le fait d'être né dans une zone d'endémie, comme j'ai dit tout à l'heure.
toute l'Afrique dans sa globalité. En France, l'île de France est concernée, la Guyane, être né dans les régions, dans les zones un peu pacifiques, dans toutes les régions autour de l'Australie et aussi en Sud. Voilà, donc ça, c'est voilà, naissance dans... Tu peux couper ton micro, docteur Pouna, s'il te plaît. Ça, il y a naissance dans les zones d'endémie. Il y a les immunosuppressions, on en reparle encore, la co-infection au VIH-Sida, les maladies immunes, les maladies immunitaires, les immunodépressions congénitales, les traitements anticancéreux, anti-hémopathiques, traitements par corticoïdes au long cours, les diabétiques, même parfois à un moment donné, on a une immunodépression. Voilà, comme il a dit tout à l'heure, la liste est vraiment non exhaustive, pardon. Ensuite, quelles sont les personnes qui peuvent aussi attraper la tuberculose ou qui sont plus à risque d'attraper la tuberculose? Ce sont les personnes qui vivent dans des situations de précarité, qui vivent voilà, dans des... voilà, quand je parle de situations de précarité, je pense que tout le monde a un petit peu une image de ce dont on veut parler. Hein. Enfin, la pauvreté dans son ensemble, etc. On est beaucoup plus à risque que si on a on est beaucoup plus à risque d'attraper une tuberculose dans cela que si on est dans des circonstances un petit peu plus décentes. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le contact avec des patients, avec des personnes tuberculeuses, on est à risque d'attraper la tuberculose. Le personnel soignant aussi parfois, parce qu'on est en contact du coup avec des gens qui ont souvent la tuberculose. Voilà, en gros, voilà. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Lynn Maca qui aimerait savoir est-ce qu'une personne infectée, est-ce qu'une personne vaccinée peut être infectée? Bon, je crois que je vais te laisser répondre, mais bon, la réponse est déjà sortie tout à l'heure. Oui, oui, bien sûr, une personne vaccinée peut être infectée, bien évidemment. Le vaccin n'empêche pas l'infection. Le vaccin empêche le développement d'une forme grave de tuberculose. Voilà. Merci. La question suivante nous vient de Valdez Sufen. Y a-t-il un âge après lequel on ne peut plus contracter la tuberculose? Non, on peut contracter la tuberculose à partir de 0 ans jusqu'à sa mort. D'accord. La question suivante nous vient de Dr Kessou, qui aimerait savoir, en cas d'hépatotoxicité liée au traitement de l'antituberculeux, quelle est la conduite à tenir? On sent un professionnel de santé. La conduite à tenir, c'est l'arrêt. Ça dépend déjà de la perturbation hépatique en question. Si la perturbation hépatique en question est entre... Si on a une cytolyse, je suis vraiment désolée pour ceux qui ne vont pas trop comprendre ce que je vais dire, mais si on a une cytolyse entre 3 fois la normale et 5 fois la normale, on peut continuer le traitement. Si on a une cytolyse qui est supérieure à 5 à 6 fois la normale, ce qui se fait souvent, c'est que soit on arrête transitoirement le traitement, notamment le pyrazinamide, soit on l'arrête de manière définitive et on change de traitement carrément. Merci, docteur. J'espère que le docteur Kissou est satisfait. La question suivante nous vient de Jimna Kevin, qui aimerait savoir s'il y a des personnes vaccinées à la naissance qui contractent la tuberculose. Pouvez-vous nous en dire plus? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Mais oui, c'est possible, comme j'ai dit tout à l'heure. Le fait d'être vacciné n'exclut pas une future infection. Ça se trouve,
Moi-même, j'ai déjà peut-être fait la tuberculose, mais j'ai guéri de ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on est infecté de manière, enfin, quand on a une infection tuberculeuse latente, on guérit spontanément dans 90% des cas. Vous comprenez? Donc, ça n'exclut absolument rien du tout. Le fait d'être vacciné et le fait et le fait d'avoir la tuberculose. Par contre, ça nous empêche d'avoir des formes graves. Donc, pour ceux qui sont vaccinés et qui font la tuberculose plus tard, eh ben, on les traite tout simplement. On les traite. Après, il y a des indications au traitement, comme je disais tantôt. Soit on a moins de 15 ans, soit on est né dans une zone d'endémie, soit, enfin voilà, il y a plein d'indications. Ce n'est pas à tous les coups qu'on traite la primo-infection ou l'infection tuberculeuse latente, vu qu'on a 90% de chances de guérir spontanément sans toutefois avoir ce traitement. Merci, docteur, pour cette question. Je pense que c'était la dernière qui a été prise. On est exactement dans les temps parce qu'il est 21h00. Alors, les gens qui viennent de rejoindre le live, sachez que vous pourrez voir la vidéo que je vais laisser sur la page. Vous pouvez suivre en direct toute la présentation qui a été faite. Et s'il y a d'autres questions, vous pouvez les mentionner en commentaire. Et le docteur Njomna ou moi, nous ferons le plaisir de répondre en commentaire sans souci. Donc, n'hésitez pas. Merci une fois de plus à docteur Njomna d'avoir répondu présente à cette invitation. C'était un brillant travail. Vous pouvez voir une présentation de 30 minutes, mais ça demande plus de 7 années d'apprentissage de la science, de recherche, de beaucoup de choses. Donc, on lui dit merci. On espère qu'elle reviendra vers nous une fois de plus, qu'elle nous reviendra vers nous bientôt parce qu'on a vu qu'elle est assez calée dans son domaine. Et voilà. Comme je disais, elle a manqué de dire ce que c'est que la médecine interne. Donc, je vais lui laisser une minute pour vous dire ce que c'est que la médecine interne. La médecine interne, c'est une spécialité déjà transversale, c'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné sur un organe en particulier. C'est une spécialité en fait qui comporte 3 domaines ou disons 3 lignes directrices. La première ligne directrice, c'est la prise en charge des patients en post. Tous les patients, ou la majorité des patients qui viennent aux urgences, on ne les envoie pas forcément dans les services dédiés à un organe. Ils peuvent venir en médecine interne, je ne sais pas moi, des insuffisances cardiaques, des embolies pulmonaires, des insuffisances rénales, plein de choses, vraiment des cheveux à la tête en passant par tous les organes possibles du corps. On peut les prendre en charge, donc on a les compétences pour ça. Deuxième ligne directrice, c'est les patients polypathologiques, c'est-à-dire qui ont énormément de pathologies en même temps. Dans leur tout petit corps, ils peuvent avoir des défaillances sur 2, 3, 4, 5, 10 organes en même temps. Nous, on a les capacités de les prendre en charge et de hiérarchiser la prise en charge et de faire en sorte que le traitement d'une pathologie n'influe pas sur la décompensation ou l'aggravation d'une autre pathologie qu'il a. Et également hiérarchiser aussi les traitements pour éviter les intermédicamenteuses. Et une troisième ligne directrice du médecin interniste, c'est tout ce qui concerne les pathologies rares. Ça, c'est la spécialité du médecin interniste. Les pathologies auto-immunes, les lupus et tout ce que vous pouvez entendre et tout ce que vous n'avez même jamais entendu d'ailleurs. Le médecin interniste est plus ou moins calé là-dedans. Donc, en gros, c'est une spécialité qui demande énormément de compétences concernant tous les organes du corps humain. On est un peu des mini-cardiologues, des mini-neurologues, des mini-dermatos, des mini-gastro, etc. Et en même temps, on est assez bien calé aussi sur toutes les pathologies rares. Pas tout, mais on se doit de d'être calé dans la majorité des pathologies rares. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'il y a, après ce petit speech, il y a plein de cadets ou alors plein d'aînés même qui seront intéressés par la médecine interne. Donc, merci une fois de plus pour la présentation. On se dit rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle séance du mardi médical avec un nouveau thème qui vous sera donné au quotidien. Je le donne généralement le lundi. Oui, et je pense que je trouve que le mardi médical est beaucoup plus
c'est à 20h parce que j'ai vu aujourd'hui, il y avait un peu plus de personnes. Les gens ne couraient pas à chaque fois pour dire je viens de rentrer du boulot. Donc, je pense que dorénavant, on le fera à 20h. Je vais voir comment peaufiner ça. Donc, merci une fois de plus. Vous passez une très bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi et puis au plaisir hein, d'être amis vous un mardi soir.